Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Et aujourd'hui, je m'attaque sur le tout dernier DVD, mais c'est plus un coffret pour cette année-ci. Donc j'achève tout simplement le coffret auquel je vais en parler, tout simplement parce que je pourrais peut-être m'attaquer du côté de 2026 en termes de DVD que je peux trouver. Mais ce sera tellement rare puisque j'avais décidé d'en acheter pour combler un peu le vide et pour vous les montrer, et que je me dis que par la suite, que je préfère que ce soit un peu rare, vu comment maintenant je veux m'attaquer à tout ce qui est show, ce que je vois. C'est-à-dire les shows de WWE, les shows d'AEW, TNA, ROH, AAA, peut-être potentiellement tout ce qui est New Japan et Noah, etc. Mais au moins vous êtes avertis et auquel je préfère de vous le dire direct. Donc c'est pour ça que j'achève cette année un coffret auquel je vais en parler et je vais vous montrer directement tout de suite WrestleMania 39 Go Hollywood, donc le WrestleMania version Hollywood, qui fait penser au tout premier WrestleMania 21 de 2005, qui est Go Hollywood également. Et du coup, si je me trompe pas, ça faisait à cette période-là 18 ans, ça faisait 18 ans, et à l'heure actuelle, ça fait déjà 20 ans, auquel ce WrestleMania 21 a eu lieu en 2005 à Los Angeles en Californie, si j'ai bien compris. Et du coup, ils ont remis le couvercle en 2023 avec ce WrestleMania-là. Et d'ailleurs, on peut voir les catcheurs là, à l'entrée, comme si on regardait un cinéma, et à l'affiche, Roman Reigns et Cody Rhodes, qui est pas mal. Ensuite, je vous montre les tranches. Rhea Ripley, Charlotte Flair, Asuka, Bianca Belair. Donc les affiches auxquelles je vous montre, façon cinématographique. Alors, il n'existe que en anglais et en allemand, et qui dure que 7h18 pour le programme du DVD. Alors que sur le WWE Network et Netflix, vous pouvez le regarder en version française, commenté par Christophe Ajus et Nadir Mohamedi. Comme ça, si vous êtes curieux et si vous avez un abonnement de WWE Network ou un abonnement Netflix plus un VPN, vous savez à quoi vous attendre. Donc je vous montre ça. Les photos de la reine, qui est pas mal. La reine est vraiment pas mal pour le coup. Ouais, j'apprécie vraiment l'environnement du stage et quelques matchs auxquels j'ai bien apprécié. Donc je sais que je vous montre les CD, mais je vous montre exactement les photos, comment elles sont magnifiques. Tout comme les entrées. De toute façon, les entrées et et le stage avec les affrontements sont plutôt passionnants à regarder. Et à l'arrière, voilà, comme ça vous le saviez. Et maintenant on passe directement à cette fameuse carte. Mais je vais passer du côté du petit bonus dans le troisième DVD. Alors pour le Hall of Fame de 2023, qui s'est déroulé le 31 mars 2023, tout simplement il y a eu quelques catcheurs auxquels ils ont été intronisés, mais je sais que c'est pas beaucoup. Les seuls auxquels je pourrais en parler, c'est Stacy Kimbler, donc catcheuse diva de l'époque, et l'arbitre Tim White, celui qui a arbitré la plupart des matchs, et auquel je m'étais demandé, c'est possible un arbitre dans le Hall of Fame. Maintenant, on le sait que tout ça est possible, mais que c'est sa famille qui l'ont intronisé au Hall of Fame. Pareil pour le comédien américain Andy Kaufman, celui qui a eu un affrontement direct avec Jerry Lawler par le passé. Et les deux auxquels on pourrait retenir, tout simplement le Great Muta Keiji Muto, légende du catch japonais, le Hulk Hogan japonais pour le coup. Et enfin, pour le dernier, le Lucha Legend, le roi du 619, tout simplement la référence mondiale du catch mexicain ou américain, etc. Mais le catcheur luchador masqué le plus connu du monde, un certain Rey Mysterio.
qui s'est fait introniser par Conan. Et après, on connaît par la suite, lors de Triple Mania, on sait que c'est Rey Mysterio qui va introniser Conan au Hall of Fame de la Triple A. Et voilà comment je pourrais en terminer là-dessus. Je sais que son speech va durer plus d'une heure et quelques, un peu comme celui de l'Undertaker et de j'en passe de n'importe quelle légende. Et que dans cette promo, certes, il était toujours en rivalité face à Dominic Mysterio, dans ce WrestleMania-là, quoi. Et que Dominic, Rhea Ripley et Damien Priest ont décidé de partir, en sachant que, vu comment on sait que dans l'histoire, Dominic Mysterio s'est mis à dos son père, il a renié son père, il s'est mis à dos toute sa famille, et que maintenant, on sait qu'ils vont s'affronter à Mania. Je sais qu'il va nous raconter l'une de ses plus belles anecdotes avec quelques catcheurs, notamment un clip auquel on nous montre le parcours de Rey Mysterio. Il a commencé en tant que colibri jusqu'à devenir Rey Mysterio Junior et puis Rey Mysterio tout court. Il nous parle de ses nombreux affrontements avec Psychosis, Juventud Guerrera, Dean Malenko. Par contre, il parle pas de Chris Jericho, alors que j'aurais bien voulu qu'il parle de Chris Jericho. Eddie Guerrero, c'est sûr qu'il en parle. Et d'autres, hein, d'autres. Il en parle de tout ce qu'il a appris durant toute sa carrière. Donc, de passant à la AAA, ECW, WCW, auquel il va réellement cartonner, et WWE, auquel il sera tout simplement une immense star, une légende du catch en part entière. Bref, c'est sûr que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Rey Mysterio, on peut le reconnaître qu'on a tous aimé le voir catcher quand on était gosse, et on ne peut qu'être être reconnaissant comme quoi il a bien mérité sa place au Hall of Fame, et le public lui fait savoir en disant tu le mérites, et que voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'au moins il aura marqué sur la légende, et c'est maintenant l'un des rares Hall of Famers à être encore en activité. Ici, ce n'est pas du tout le cas parce que tout simplement, il avait été blessé entre mi-février et mi-mars, je crois, et que c'était un peu difficile de dire qu'il peut encore se blesser encore cette année-ci. Et pourtant, tout ça est possible. Mais que par la suite, il revient, et peut-être qu'il va peut-être lancer sa rivalité contre Dominic Mysterio. En tout cas, on ne sait pas, mais au moins je pourrais le dire. Je pourrais le dire tout simplement. Donc voilà, au moins il mérite la reconnaissance inouïe de tout ce qu'il a accompli durant toute sa carrière. Maintenant, je passe au DVD 1. Donc pour le DVD 1, vous connaissez American of Beautiful, pareil pour le DVD 2. Et Go Hollywood, c'est tout simplement un clip promotionnel auquel il va avoir Kevin Hart, auquel il va faire les 12 ouvertures de show. Je crois que lors de WrestleMania 38, c'était Mark Wahlberg, et maintenant c'est Kevin Hart. Kevin Hart, je le rappelle, qui est un des amis de The Rock, si j'ai bien compris. Et aussi, il y a les guest hosts de ce WrestleMania, Le Miz et Snoop Dogg, qui vont ouvrir les deux shows de différentes façons, pour tout simplement faire monter la sauce et pour passer le bon moment et de nous dire bienvenue à WrestleMania, tout simplement. Et le premier match, tout simplement, entre Austin Theory contre John Cena pour le titre des États-Unis de la WWE. Alors, comment pourrais-je dire à propos de ce match-là ? On sait que Austin Theory détenait la mallette du Money in the Bank et que il avait perdu à cause de l'intervention de Bobby Lashley la mallette lorsqu'il avait cash in sur la ceinture des États-Unis. Et du coup, vu comment Triple H ne savait pas quoi en faire de Austin Theory, il a décidé de l'enterrer plus au point. Et que par la suite, son lot de consolation, c'est de récupérer une nouvelle fois le titre des États-Unis. Et que, vu comment il n'avait plus McMahon à ses côtés, c'est vrai que c'était un peu compliqué de se dire qu'il pourrait échouer à un moment donné. Dans l'ère Triple H, ça a l'air être confirmé qu'il pourrait échouer. Voilà, je l'annonce. Et puis, il y a John Cena qui revient et que il avait pas catché à WrestleMania 37 et 38.
Mais lors de 2021, on sait qu'il avait déjà catché. 2022, je sais que c'était au début de la fin d'année, début nouvelle année 2023. Si je dis pas de bêtises, bien sûr, hein. Et que puis par la suite, ils ont décidé de le laisser en rivalité contre Austin Theory. Et c'est là auquel il va nous lancer ces fameux cas de vérité. Comme quoi, ben, un coup que tu m'auras battu, il se passera pas grand chose pour toi. Et du coup, on pourrait dire que c'est sûr ce que dit John Cena n'a pas été faux. Car par la suite, ben, la WWE n'en fait rien avec Austin Theory. Ils étaient obligés de le mettre équipe avec Grayson Waller, auquel, ou comment, pourquoi. Tout simplement pour faire mousser l'autre, pour qu'il commence à s'allier au New Day. Et qu'on sait même pas quand Austin Theory pourrait revenir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est tellement dommage d'avoir gâché un talent pur comme Austin Theory. Il aurait pu, euh, il aurait pu franchir le main event, ou peut-être pas, ça dépend les circonstances. Mais c'est tellement dommage pour Theory. Mais concernant le match, il était plutôt sympa. En plus, t'as John Cena qui fait son entrée avec l'association des enfants de Make-A-Wish. Donc c'est sympa pour ce genre de petite entrée qui ne sert pas forcément à grand chose, mais qui permet au moins de montrer à quel point c'est un homme qui a beaucoup de sympathie. Même si je sais que lors de 2021 à 2022, on va remarquer qu'il a une calvitie. Je crois que c'est à cette période-là auquel on va remarquer qu'il a une calvitie visible sur le crâne et que ce sera réglé lors de 2025, lors de sa calvitie. Bref, je préfère pas trop en dire là-dessus. Après, je vais pas vous mentir, le match était bien, mais sans plus. Il n'y avait pas trop grand chose à raconter, si ce n'est que la domination de la jeunesse de Austin Theory sur le vétéran. Puis le vétéran fait ses multiples comebacks avec les chants Let's Go Cena Cena Sucks. Et puis, ben, quand l'un des deux prend l'avantage, eh ben, il allait se passer sûrement quelque chose jusqu'à ce que John Cena prend à revers Theory avec un STF et tentative de Five Knuckle Shuffle avec le You Can See Me, qui avait passé justement. Et puis tentative de AA, Attitude Adjustment, qui ne passe pas, mais c'est compte de deux. Puis une nouvelle fois, mais l'arbitre était tellement sous le chemin et que Theory a préféré capitaliser pour pousser l'arbitre comme si c'était un petit ref bump. Mais sauf qu'il n'y a pas de ref bump trop choquant, quoi. Et que c'est à cet instant-là auquel Theory lance un low blow, un shiro shot sur l'entrejambe de John Cena et qu'il en termine avec un 8 count down pour conserver son titre des États-Unis. Tout simplement. Donc voilà, tout ce match-là, je lui mets un 3,50, tout simplement. Pas trop grand chose à raconter, mais ça permet d'ouvrir le show, même si c'est très étonnant de commencer avec celui-ci. Ensuite, match de WrestleMania Showcase Fatal 4-Way Tag Team Match, auquel il n'y a pas d'enjeu entre les Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford, contre Braun Strowman et Ricochet, contre la Alpha Academy, donc Chad Gable et Otis, contre les Viking Raiders, ou plutôt les War Raiders, et Ricky Ivar. Alors ce match, c'est des successions de Spotfest qui ne racontent pas forcément trop grand chose, si ce n'est qu'il y avait quelques incohérences et de trucs qui traînaient en longueur, notamment quand les Viking Raiders fait genre on est les plus dominants pendant un bon petit moment, alors que t'as Braun Strowman qui attend très sagement pour les donner un double coup de bélier. Et du coup, ben, c'était un peu risible. Puis il y avait des moments auxquels on voyait qu'il y avait les catcheurs qui attendaient de se manger des genres de prises aériennes. Et du coup, ça fait un peu risible tout ça. Et qu'après Ricochet, il effectue sa shooting star press sur l'un des catcheurs à l'extérieur du ring. Puis il ramène Angelo Dawkins dans le ring pour effectuer sa shooting star press. Mais que Angelo Dawkins lève les genoux et ça va permettre à Montez Ford de faire un frog splash sur Ricochet alors que Angelo Dawkins maintenait Ricochet dans cette position-là. Et puis le compte de 3. Et du coup, ce match-là, 3,40. Parce que certes, il était bien, mais ça racontait pas quelque chose de très marquant. Voilà tout. Ensuite, la rivalité The Visionnaire et le Maverick. Donc oui, on a vite compris Seth freaking Rollins, ou Seth Rollins contre le Maverick Logan Paul.
Et du coup, ben, vous le saviez maintenant, vous savez que maintenant Logan Paul est très bien installé dans le monde du catch à l'heure actuelle, surtout du côté de la WWE, et qui nous a fait une entrée digne de Shawn Michaels contre Bret Hart lors d'un Iron Man match, auquel ben, c'était le WrestleMania 12. Et du coup, ben, lui fait uniquement son entrée du stage d'entrée jusqu'à la rampe. Et du coup, ben, je me dis, ok, ça y est, maintenant, Logan Paul veut faire mieux que Shawn Michaels pendant son entrée, alors qu'on sait très bien que l'entrée le plus mémorable, c'est celui de Michaels lors de WrestleMania 12. Qu'on se ment pas, parce que moi, je préfère celui-ci que Logan Paul, c'est plus de la prétention pour montrer, regardez comment je peux faire mieux, alors qu'il y a Seth Rollins qui fait son entrée avec un chef d'orchestre, non pas seulement qu'il y a des musiciens qui jouent sa musique, mais plutôt pour que le chef d'orchestre demande au public de chanter. Il y a quelques publics à ôter la voix, mais ça se voyait que ils ont ajouté un son au montage pour nous faire croire que le public est à fond derrière Rollins, ce qui est un peu très risible, mais qui fait un peu son effet, et qui nous ramène sa tenue comme si on était dans un bal masqué pour les riches, et quand il enlève sa tenue, eh bien, on voit qu'il est habillé fait tout en rose, comme si c'était la même tenue que portait Brutus Beefcake et Jeff Jarrett, un temps quand il avait des longs cheveux. Et pourtant, on va pas se mentir, même si c'est un petit côté gouir, un peu comme si c'était une fête pour les BDSM, j'en passe des tas de choses que je pourrais en dire, ben, ça se voit qu'il y a un petit côté stripteaseur mal habillé de la part de Rollins. Un petit peu, je dis bien un petit peu. Concernant le match, ben, ça se voit que les deux partent bien à la lutte et que ça enchaîne aussi avec des prises aériennes que j'ai plutôt remarqué. Et après, ça va se jouer sur le niveau stratégie. Est-ce que Logan Paul peut asséner ben, une victoire écrasante sur Rollins, notamment avec sa One Lucky Punch ou Lucky Luck, euh, des Frog Splash, et j'en passe des trucs. Bref, on s'en fiche tout ça. Puis il va y avoir un tournant dans le match quand tout simplement Logan Paul va mettre Seth Rollins sur la table des commentateurs. Et qu'il y a celui qui est déguisé en bouteille de Prime, un certain KSI. Oui, lui KSI, et que je m'étais complètement trompé lors de WrestleMania 40. J'ai cru que c'était KSI, et finalement non, c'était Ice Speed. Donc je m'étais carrément gouré, je m'en excuse pour ça, et que c'était KSI qui était sur la tenue de Prime, et qu'il en profitait soit pour streamer ou envoyer un story Insta ou Snap, bref, n'importe quel réseau social auquel il peut utiliser, eh bien, il était en train de causer jusqu'à ce Seth Rollins s'empare de KSI pour que Logan Paul, sans qu'il le sache, ben, il peut s'élancer pour un frog splash et qu'il a atterri sur un de ses anciens ennemis dans le YouTube game. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais les deux s'étaient déjà affrontés lors d'un combat de boxe qui était soit scénarisé, soit professionnel absolu. De toute façon, maintenant, on va pas se mentir, maintenant dans la boxe professionnelle, dans le noblard, maintenant, c'est plus du côté un peu faux. Pourtant, on disait du catch, mais même la boxe, maintenant, elle a un côté faux. Et que c'est tellement dommage d'en arriver ici. Bref, ça continue, et j'en passe des trucs. Maintenant, ils sont devenus amis, et ils sont devenus les cofondateurs de la marque Prime. Donc dans le match à poursuit, tentative de pedigree, One Lucky Luck, Frog Splash, ou le One Lucky Punch, quoi. Bref, après un tentative de Coast to Coast, je crois, et qu'il y avait même Logan Paul qui avait lancé un Go to Sleep sur Seth Rollins, qui rappelle beaucoup CM Punk. Donc après le Coast to Coast raté, eh bien, il va effectuer un pedigree et tentative de Curb Stomp auquel ça va passer. C'est tout ce que je sais. Seth Rollins va faire un curb stomp sur Logan Paul et qui remporte le match. Donc ce match-là, c'est un 3,80. Je décide de mettre ça. Donc voilà tout. Et maintenant, un match par équipe de 6 femmes. Donc 6 woman tag team match. Entre Becky Lynch, Lita et Trish Stratus contre le Damage Control. Et d'ailleurs, au passage, l'entrée de Becky Lynch, Lita et Trish Stratus, ça fait vraiment penser à un comics de polar noir des années
années 80, 90 ou plutôt 60, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais pourtant, ce n'est pas Marvel, ce n'est pas DC Comics, ce n'est aucun marque des bandes dessinées, BD, manga et j'en passe. Mais ça fait vraiment penser à ça, cette entrée. Rien d'autre à dire si ce n'est que les vétérans Lita et Tristratus montrent à quel point ils ont encore ce qu'ils ont sous le capot. À part Lita, je la trouve un petit peu rouillée. En même temps, faut dire, ça fait une belle lurette qu'elle n'a plus catché sur un ring. Donc ça peut se comprendre. Alors que Tristratus, elle, c'est sûr qu'elle est extrêmement en forme. Et pareil pour Becky. Puis, ben, du Dakota Kai et Io Sky qui font les genres de trucs auxquels ils ont l'habitude de faire. Pareil pour Bayley, c'est-à-dire provoquer les gentils, provoquer la foule, pour s'attirer un peu plus de hits. Et pourtant, après, dans le climax du match, eh bien, on va avoir des multiples prises. Le Lita Saut, qui est un moonsault, le check kick avec la Stratusfaction Bulldog, est suivi d'un Manhandle Slam sur Bayley pour le compte de 3. Donc c'est tout ce que je sais à propos de ce match-là. Et que tout simplement, je mets un 3,60 parce qu'il y a eu quelques bons trucs, même s'il y avait des côtés auxquels j'aimais pas du tout trop. C'est-à-dire créer des moments, juste faire ça pour le fun. Et par la suite, on s'en bat totalement les roues bibi. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Donc voilà. Et maintenant, match entre père et fils. Oui, Rey Mysterio contre The Dirty Dom, Dominic Mysterio. Qu'on pourrait l'appeler sûrement Dominic Guerrero, pour le coup. Oui, la rivalité est simple. Tout d'abord, on nous montre un clip comme quoi Rey Mysterio nous montre les photos de son fils. Puis les images apparaissent de l'époque entre 2002, 2003 et 2004 jusqu'à 2005, auquel on voit Dominic Mysterio qui était petit. Donc oui, on pourrait dire oh qu'est-ce qu'il était mignon quand il était petit. En tout cas, c'est ce que je me disais. C'est ce que je me disais quand j'étais à l'époque, bien sûr. Pas quand j'étais jeune, hein, bien sûr. Hein. J'allais dire quand j'étais jeune, mais non. Donc oui, au tout début, c'était qu'un enfant heureux qui était fier de son père. Puis après, on connaît la rivalité avec Eddie Guerrero et Rey Mysterio, auquel ça a pris des proportions un peu démesurées. Jusqu'à ce que voilà les deux en arrivent aux mains et que c'est finalement Rey qui a obtenu la victoire. Et après, au décès d'Eddie, c'est vrai que ça a marqué Rey Mysterio comme Dominic Mysterio et tout le monde du catch également. Puis on sait que Dominic Mysterio, ça je pourrais vous dire des informations, on sait que il a continué ses études et qu'il en a terminé. Et que maintenant, il veut s'intéresser comme son père à faire du catch. Donc il veut suivre les traces de son père et de son, entre guillemets, oncle. Mais on va pas se mentir, c'est vrai que s'il n'y avait pas papa, Dominic Mysterio ne serait pas là où il en est aujourd'hui. Je sais qu'il avait apparu en 2019, mais sauf qu'il n'avait pas encore eu de match sur un ring en 2019. Il aura eu son premier match officiel contre Seth Rollins lors de SummerSlam, auquel logiquement il va perdre. D'ailleurs, durant toute la carrière de Dominic, il va fait que perdre ses matchs. Même quand il sera dans le Judgment Day, hein. Faut pas croire, hein. Même quand il sera dans le Judgment Day, il va continuer à perdre jusqu'à avancer et obtenir des victoires. C'est logique. Et puis, on connaît l'histoire. Quand il va avoir le Judgment Day, c'est là où tout va basculer pour la famille Mysterio. Dominic en a marre de suivre les traces de son père, décide de trahir Edge. Et aussi son propre père pourrait faire partir l'un des leurs. On pourrait dire, un peu comme une musique de NTM, ne laisse pas traîner ton fils, eh bien ça représente exactement l'illustration parfaite dans cette histoire-là. Vu comment le Judgment Day, surtout en particulier Rhea Ripley, va carrément changer Dominic Mysterio. On pourrait dire que Dominic était passé d'un petit gamin insignifiant qui se fait un peu chier par les fans de catch, à un homme auquel il n'a plus rien à foutre des critiques et que maintenant il prend l'entièreté de ses responsabilités.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'il gagne jamais tout seul, hein. Toujours l'aide de Rhea Ripley, toujours l'aide du Judgment Day. C'est sûr, on pourrait dire à cette période-là, je n'aimais pas le Judgment Day et que je suis sûr que certains d'entre vous auraient préféré essayer de tuer le Judgment Day pour ce qu'ils ont fait. Mais bon, ça c'est au moins la bonne stratégie du heal. Et qu'on sait que pour le Judgment Day, ça a une place tout particulière pour Hunter. Mais ça, c'est un autre débat. Parce qu'à l'heure actuelle, cette équipe tourne toujours, alors que j'aurais bien voulu que ça se termine trop vite. Mais bref. Bon, après, cette histoire auquel il décide de rogner son père, sa famille. Donc oui, il s'est mis à dos toute sa famille jusqu'à agresser physiquement son père chez lui. Et lors d'une réveillon de Noël, il se fait éjecter de la maison et qu'il a envoyé au mitard, au cachot, entre guillemets, la prison. Et du coup, tout se pataquès avec ouais, j'ai connu la prison, j'ai côtoyé les criminels les plus dangereux du monde, et que j'ai survécu à, à cet enfer qui était la prison. Bref, du pataquès pour nous faire croire que la prison, pour lui, ça a été dur et que maintenant, il est devenu un homme. Bref, on sait que tout ça est faux, hein, mais c'est juste pour au moins se vanter. Et puis, un moment crucial dans cette histoire, il tentait à plusieurs reprises de faire pousser à bout son propre père, quitte à lui lever la main sur lui, mais qui il refuse Rey Mysterio. Et ça, cet instant dans un des épisodes de SmackDown auquel il va réussir son coup, mais en s'en prenant à sa propre sœur et à sa propre mère. Notamment, il va nous faire une Jojo Bernard en disant «Ta gueule, maman!» Enfin, il va juste dire maman, ta gueule, quoi, ferme ta gueule. Ça ne plaît pas à Rey Mysterio et que il décide de pousser son fils, de le donner un coup en plein visage en disant ah, tu voulais me pousser à bout, tu voulais que je fasse ça, plus jamais, oh, oh que plus jamais tu ne manqueras plus de respect à ta mère. Ça, c'est sûr et certain. Parce que tu veux un match contre moi, tu l'auras. Et voilà comment a eu lieu cette rencontre. Et puis, on va passer directement aux entrées, puisque Rey Mysterio, pas encore tout de suite, hein, mais il y a Dominique Mysterio, auquel il y a un clip auquel on voit qu'il sort de prison et qu'il est dans une camionnette de flic, et que par la suite il va enfiler le masque de Rey Mysterio. C'est comme si on avait le côté maléfique de Rey Mysterio. On a l'impression que Rey Mysterio doit affronter son double, qui est son propre fils, quoi. Et du coup, voilà comment est fait. Puis il y a l'entrée de Rey Mysterio qui arrive en lowrider accompagné de Snoop Dogg. Et qu'ils vont balancer un premier temps la musique de Eddie Guerrero, à Light, à Shield, à Steel. Et puis jusqu'à sa propre musique d'entrée. Et que voilà comment maintenant on va poursuivre le match. Et on sent que Dominique Mysterio préfère jouer avec les nerfs de son père plutôt qu'essayer de le battre sur un terrain auquel Rey Mysterio aime particulièrement, battre à la loyale. Donc certes, ça va enchaîner des prises et des coups, et aussi de la part de Dominique, enchaîner les provocations, vu comment il va provoquer sa mère et sa sœur. Avec sa sœur, quand il va lui jeter du soda ou de l'eau en pleine figure, ça va pas plaire à Alia. Et au passage, petite info, Alia Mysterio, si j'ai bien compris, elle s'entraîne dans le club école de Natalia et également au Performance Center, si j'ai bien compris. Donc elle aussi, elle va pas tarder à se lancer dans le catch. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore prête. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle pourrait peut-être progresser, mais on ne sait jamais. Donc voilà tout. Donc ça, bien sûr, Dominique, il en profite pour donner des coups à son père. Et pourtant, à un moment donné, si je dis pas de bêtises, lorsqu'il va atterrir dans le poteau, Dominique Mysterio, Rey Mysterio va prendre sa ceinture de son accessoire de sa tenue et il va commencer à lui donner la fessée à Dominique. Donc, vu comment on pourrait dire durant toute sa jeunesse, durant toute sa vie, Rey Mysterio et sa femme, quoi, enfin la mère de Dominique, l'ont un peu trop chahuté, l'ont un peu trop chouchouté. Et qu'il a toujours été bien gentil, jamais été difficile. Et de voir à quel point il n'a jamais mis la main sur son fils, il décide de lui donner la correction auquel il le mérite en le donnant un coup de ceinture dans les fesses. Donc il mérite la fessée de sa vie.
Et quand il se tourne vers sa mère, eh ben, il va encore lui dire encore ta gueule maman. Sauf que Angie, Mysterio, ne va pas apprécier ce genre de impolitesse que son fils lui donne, décide de gifler son propre fils, parce que tout simplement, ça ne se fait pas de insulter sa propre mère. Car tout simplement, ça ne se fait absolument pas du tout. Donc bien sûr, ils ont compris, enfin, il va maltraiter son fils, prendre l'avantage, et puis il y a le Judgment Day, tout simplement, Damien Priest et Finn Balor qui sont là pour ramener leur pêche, pour essayer à quel point Dominique Mysterio peut avoir l'avantage sur son père, et pourtant ils seront arrêtés par la LWO, The Latino World Order, de Ligado del Fantasma, Santos Escobar, Joaquim Wild, Cruz del Toro. Et aux commentaires, il y avait aussi Bad Bunny, ça je l'ai peut-être pas dit, mais il était aux commentaires américain, pas américain, mexicain, pardonnez-moi. Et qu'à un moment donné, ben, Dominique veut utiliser la chaîne pour frapper son père, il le confisque la chaîne, et c'est à cet instant que Ray va prendre avantage en faisant un 619 sur son fils et un frog splash en hommage à Eddie pour la victoire. Donc c'est sûr, c'est victoire de Rey Mysterio sur son propre fils. Est-ce que ce match-là, ça aurait été préférable que ce soit Dominique qui l'emporte sur son père? Parce que peut-être que, certes, oui, on le sait qu'il est intronisé au Hall of Fame, mais pourquoi pas une victoire éclatante sur son père, ça aurait été grandiose pour lui. Ça, bien sûr, je ne le saurais jamais, et peut-être que votre avis sera peut-être différent de la mienne. Peut-être. Donc voilà. Ce match-là, je lui mets un 3,80 parce que j'avais bien aussi apprécié. Très bien apprécié. Maintenant, ben, match pour le titre féminin de SmackDown entre Rhea Ripley contre Charlotte Flair. Donc oui, Charlotte Flair contre Rhea Ripley, partie 2 lors de WrestleMania. Bah, pourquoi pas une partie 3 à l'avenir. On ne sait pas, mais on verra bien. Tout ce qu'on sait pendant leur toute première rivalité entre Rhea et Charlotte, on sait que c'est Charlotte qui avait l'avantage sur Rhea parce que tout simplement Rhea, certes, elle sortait de NXT UK et qu'elle éclate tout le monde à NXT du côté des US. Et que lorsqu'elle a affronté Charlotte, c'est sûr que Charlotte, elle a montré c'était qui la reine dominante et que Rhea n'était qu'encore qu'une jeune insignifiante qui n'est pas encore à la cheville de Charlotte. Donc bien sûr, lorsque Rhea Ripley, elle a été championne féminin d'Euro, elle a encore perdu contre Charlotte. Et du coup, on pourrait se dire, jamais elle pourrait battre Charlotte si elle continue à perdre dans cette circonstance comme ça. Et pourtant, lorsqu'elle va rejoindre le Judgment Day, elle va acquérir de la puissance, elle va éblouir le groupe grâce à sa présence, parce que tout simplement, maintenant, depuis qu'elle a rejoint le Judgment Day, elle est devenue, en ce qu'on pourrait dire, un côté star un peu gothique, parce que c'est vrai que ça représente bien les jeunes actuels, avoir ce côté gothique auquel ça pourrait s'identifier à certaines personnes, et que maintenant, tout simplement, elle avait remporté le Royal Rumble auquel elle a resté plus d'une heure et quelques, jusqu'à ce que ça soit battu par Bayley, puis par Roxanne Perez, et ainsi de suite. Mais bref, tout ce que je sais, elle a défié Charlotte pour le titre, et ce qui est sûr, c'est qu'elle veut pas commettre les erreurs auxquelles elle a eu les affrontements précédentes. Et que dans le match, tout simplement, combat de chiffonnière entre les deux. On veut savoir qui va tenir la cadence, qui va perdre le match aussi. Et ce qui est sûr, ce sera Charlotte qui va un peu en payer les conséquences de la part de Rhea Ripley. Surtout à des moments dans le match auxquels il va avoir un terrible German suplex de la troisième corde, mais heureusement qu'elle va atterrir bien correctement. Et puis sur place auquel elle va atterrir sur la tronche, ce qui est un peu risqué pour le coup. Bref, des tentatives de natural selection, reptile, figure 4 suite figure 8, Sackler Burleaf spécial à Rhea Ripley. Bref, tout était que de tout pour le tout, jusqu'au climax du match auquel ce sera Rhea Ripley qui va avoir le dernier mot et avoir l'avantage sur Charlotte en faisant un super reptile du haut de la deuxième corde et qu'elle va effectuer le compte de 3 pour la victoire.
Donc ce qui est sûr, c'est qu'elle a remporté le titre féminin de SmackDown, et on pourrait dire qu'elle a à peu près remporté tous les titres, hein. Elle avait déjà participé au Mae Young Classic en 2017 et 2018, puis participé tout simplement à NXT UK, auquel elle est devenue l'une des premières championnes. Puis ben, NXT, comme je l'ai dit, mais je ne pense pas qu'elle avait déjà remporté le titre féminin par équipe. Le titre nord-américaine, c'est sûr qu'elle l'a jamais remporté. Bien dommage. Elle a remporté le titre par équipe féminin, titre par équipe d'Euro, et titre des États-Unis et intercontinental, elle les a pas encore remporté, encore moins le titre Speed. Et que ce qui est sûr, c'est qu'elle a remporté le titre du monde féminin de SmackDown, le titre du monde féminin tout court, pardonnez-moi, et auquel ben, c'est sûr qu'elle est l'une des catcheuses les plus décorées, et auquel, ben, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, eh bien, elle avait du sacré potentiel. Et que maintenant, ben, on se dit maintenant c'est la go à Hunter. Enfin, quand je dis la go, ça veut dire la, la meuf sûre à Hunter auquel elle pourrait compter sur elle. Bref, tout ce que je sais, son règne était bien, mais il n'était pas non plus si extraordinaire. Et son deuxième avec le titre du monde féminin, ben, il était inexistant. Je tenais à vous le dire, c'était inexistante, malgré le charisme et le côté star power un peu gothique qu'elle en dégage. C'était pas non plus très passionnant, ce que je peux vous dire. Ensuite, bah, ce match-là, je lui mets un 4. Tout simplement, je lui mets un 4. Et pour le coup, bah, on a la promo de Austin Theory auquel il dit que vu comment j'ai battu John Cena maintenant, on peut croire en Austin Theory et que mon avancée dans la puissance de la WWE ne fait que commencer. Croyez-en. Et puis The Host of WrestleMania. Donc c'est là auquel on va avoir le Miz qui va annoncer les chiffres de combien de spectateurs qu'il y a. Je crois que c'était 80 000 et des. Et bref, de toute façon on s'en fout. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va faire une promo en disant bah, qui voudrait me défier parce que tout le monde a peur de moi. Et du coup, bah, Snoop Dogg a une idée et il a décidé de faire appeler Pat McAfee. Oui, vous savez ce que j'en pense de Pat McAfee. Ok, je n'apprécie pas beaucoup Pat McAfee, j'apprécie pas beaucoup son travail. Quand il s'agit de prendre des risques sur le ring, ok, j'apprécie ça, mais je le trouve pas si fou dans un ring, pour être honnête. Et qui commence à défier bah, tout simplement bah, le Miz en disant tout simplement bah, c'est moi qui veux t'affronter. Et si tu refuses, ça veut dire que tu as des petites couilles, des petites boules. Et du coup, il veut montrer à quel point il n'a pas des petites couilles, car tout simplement, il sait qu'il en a des fameux grosses paires. Donc c'est sûr, il affronte Pat McAfee. Et tout ce que je sais, c'est que tout simplement, ben, il va se faire laminer par Pat McAfee. Surtout quand il va avoir un gars à l'extérieur, auquel c'est entre guillemets un pote à Pat McAfee qui fait partie du même football américain. Et auquel, ben, lorsqu'il est intervenu, il fout un clothesline à The Miz. Et l'arbitre, il le voit. Et je m'étais dit, c'est un match sans disqualification parce que le mec qui vient, ou c'est un match auquel il y a des disqualifications, des comptes extérieurs, tombés ou soumission. Parce que là, l'arbitre, il a vu que le mec est arrivé et il ne dit rien. Il ne dit rien, il laisse ça passer, comme s'il a vu un train percuter une voiture. Voilà, il a vu ça comme si c'était normal. Et moi, j'étais en mode, mais putain, mais vous êtes sérieux? Il y a une intervention, c'est disqualification. Mais what? Et puis t'as Pat McAfee qui fait le malin en faisant un Swanton Bomb et puis il ramène bah, le Miz jusqu'au ring en le donnant un penalty au visage de The Miz et qui remporte le match. Et c'est pour ça pourquoi le match je lui mets, si je trouve, 3,10 parce que j'ai pas forcément apprécié ce déroulement de match et que pour moi Pat McAfee, pour moi il mériterait d'être un heel absolument insupportable. En face pour moi ça marche pas du tout. Et puis, le main event de la nuit 1, bah, tout simplement pour les titres unifiés, incontestés de la WWE par équipe, Raw et SmackDown, comme je l'ai dit, unifiés, avec Kevin Owens et Sami Zayn contre les Usos, Jimmy Uso et Jey Uso. Donc, tout simplement, c'était pas mal, même si je me dis que, ok, c'est surprenant de mettre ça en main event, déjà pour l'époque.
Et on sait que Kevin Owens et Sami Zayn, ils ont un petit lien particulier avec Los Angeles, vu comment ils avaient déjà catché du côté de la PWG. C'est pour ça qu'ils abordent un petit logo sur leurs shorts et leurs pantalons, le petit logo de Gory, de Pro Wrestling Guerrilla. Donc oui, je sais, on pourrait dire Kevin Steen et El Generico, et auquel ils ont enchaîné des bons matchs dans le circuit indépendant pour se faire connaître, notamment à la Ring of Honor, et j'en passe. Même si vous avez le droit de ne pas apprécier leur parcours dans les fédérations indépendantes, ça dépend de vous, mais on ne peut pas nier non plus qu'ils sont excellents sur le ring. Après, en termes de star power, c'est vrai que ce n'est pas trop ça, vu comment les deux ne sont pas connus pour être des stars, en sachant qu'ils ont des looks qu'on peut les voir dans la rue, dans les magasins, et j'en passe. Si seulement ils peuvent au moins améliorer leur look, ça aurait été mieux, mais pas du tout. Que nenni. Malgré tout le talent du monde qu'ils ont, c'est pas comme ça comment ils vont devenir non plus des gros stars, faut être honnête. Au moins, on est bien d'accord là-dessus. Et tout ce que je peux dire dans ce match-là, on connaît la rivalité. On sait que Sami Zayn avait rejoint la Bloodline et qu'il aura été fidèle tout au long jusqu'à ce que Roman Reigns lui laisse un choix. Soit être avec eux, ou plutôt être avec son ami. Et du coup, il a choisi d'être avec son ami pendant l'exécution entre Kevin Owens, Roman Reigns et Solo Sikoa et les Usos. Donc c'est sûr qu'il en a pris pour son grade, KO, et que par la suite, certes, il ne voulait pas faire équipe avec Sami, jusqu'à ce qu'il accepte. Il accepte, et c'est comme ça comment ils veulent devenir des bons frères d'armes contre les vrais frères, les Usos, et auquel ça va être un match qui va succéder à tout ce qui est spot, tout spot confondu, tout ce qui tourne autour des gros spots. Bref, tout parle autour de cela et aussi de l'histoire. Est-ce que les challengers pourraient en venir à bout des champions qui ont les titres de champion au plus long règne, si j'ai bien compris? Je parle bien sûr des Usos. Et après, ça enchaîne des péripéties, des coups par-ci par-là, des dégagements sur dégagements. Et puis dans le climax, on a Sami Zayn qui va faire un Helluva Kick sur Jey Uso, suivi d'une deuxième. Et qu'après, Jimmy voulait intervenir pour sauver son frère, mais il se mange un Chaos Stunner de la part de Kevin Owens. Et puis, Sami Zayn y termine le travail avec un ultime Helluva Kick pour la victoire. Donc ce qui est sûr, c'est que ce match-là, c'est victoire de Kevin Owens et Sami Zayn qui deviennent les nouveaux champions. En plus, dans la main event de la nuit 1, devant des personnes. Donc oui, on pourrait dire que c'est un tel accomplissement pour les deux équipes, surtout pour ceux qui ont gagné. Voilà, surtout eux. Ce match avait été noté 5 étoiles par ce connard de Dave Metzler, mais je préfère pas le mettre 5 étoiles. Moi, je lui mets un 4,50, tout simplement. Parce que, tout simplement, ça a été pas mal, voilà, je préfère vous le dire. Donc, voilà tout. Maintenant, de la nuit 2, j'ai pas besoin d'en dire là-dessus, mais le premier match de la soirée, Brock Lesnar contre Omos. Donc oui, ce match-là résume à David contre Goliath, et surtout que David a un petit peu grandi, qu'il a pris beaucoup de masse musculaire, et Goliath, il reste toujours un géant auquel c'est très intimidant. Donc tout le match résume à travers la force physique de Omos, et que Brock Lesnar ne pourrait pas déraciner ce monstre. Même s'il y avait des phases de domination de Omos, c'est sûr que Brock Lesnar, malgré qu'il se laisse un peu trop jouer là-dessus, il montre à quel point qu'il n'a pas peur d'un géant, il peut déraciner l'arbre, vu comment il a déjà affronté l'adversité face à des géants. Il en est absolument capable de montrer la distance et aussi de leur faire face. Donc c'est sûr que Brock est sans pitié. Multiples German suplex, et après par la suite, il enchaîne avec un F5 pour la victoire. Donc c'est sûr, ce match-là, il fait pas non plus bonne figure, mais il n'est pas non plus très mauvais à ce qu'on pourrait dire, si ce n'est que les deux peuvent être bons dans leur petit domaine, sans forcément dire grand-chose. Et que ce match-là, c'est 3,5 que je lui mets. Et encore un WrestleMania Showcase Fatal 4-Way Women's Tag Team match
auquel il n'y a pas d'enjeu entre Ronda Rousey et Shayna Baszler contre Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Natalia, Shotzi et les deux râleuses, Sonya Deville et Chelsea Green. Auquel forcément ce match-là n'a pas d'enjeu, ok, on s'en fiche. On a eu que des spots, tout tourne autour des spots, jusqu'à ce que lorsque Shayna fait le ménage, eh bien elle lance le relais à sa partenaire Ronda Rousey, auquel elle est accueillie sur une tonnerre de huées. Donc oui, on pourrait dire que Ronda, c'est un peu l'ennemi public numéro 1 pour les fans de catch, en sachant ses déclarations un peu calomnieuse envers le catch et auquel elle n'a pas réellement de respect profond pour cette discipline et auquel ce sera elle qui va faire abandonner, je crois, Shotzi pour la victoire, auquel il n'y a pas d'enjeu. Et après, par la suite, on connaît la suite. Shayna va trahir Ronda pour un combat de MMA au SummerSlam auquel tout le monde s'en battait complètement les couilles. Et que c'est un peu son dernier match à Ronda et qu'on se dit ok, elle a perdu, maintenant reste loin du catch, de toute façon tu ne fais que critiquer, voilà, reste loin de cette discipline, tu n'es pas fait pour être catcheuse, de toute façon tu es vraiment à des années-lumière de ce que tu fais à l'époque et aujourd'hui également, ça n'a pas changé du tout. Donc c'est sûr, pour Ronda Rousey c'est silence radio. Pourtant c'est tellement dommage qu'elle en est arrivée ainsi. Elle qui a été prometteuse, combattante accomplie, et surtout, elle a réussi quelque part à se ruiner elle-même en faisant des déclarations calomnieuses. Et quand elle est revenue, on sait que c'est raisons financières, on n'est pas absolument con. C'est comme avec Brock Lesnar, on sait que tout ça résume par financièrement parlant. Et voilà tout, je crois que j'en ai déjà assez dit. Maintenant, banger after banger, donc banger après banger après banger. Le match triple menace pour le titre intercontinental entre Gunther contre Drew McIntyre contre Sheamus. Et ce qui est sûr, c'est que ce match-là résume que à de la brutalité et que peu de bons catch. Donc on connaît cette histoire entre Gunther et Sheamus, on sait qu'ils sont affrontés à Clash at the Castle à Cardiff, et auquel c'est sûr que Sheamus, quand il s'est mangé des tas de coups violents de la part de Gunther, c'est sûr qu'il est ressorti rougi de cet affrontement, et auquel il en redemandait encore d'autres, vu comment il aime être masochiste, il aime avoir mal, pareil pour Drew McIntyre et peut-être Gunther. Et à cette époque-là, Gunther était le champion encore au plus long règne. C'est lors de 2024 auquel il va devenir le champion au plus long règne. Et c'était 666 jours. Oui, je sais, le chiffre du diable. Et pourtant, c'était ça son record personnel. Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour dépasser son record ? Trop de catcheurs qui deviennent champions en longueur sans avoir de réel affrontement, c'est un peu redondant. Je suis d'accord ? Donc ce match-là, je n'ai pas besoin de résumer là-dessus. Que de la brutalité, que de la violence de la part des trois hommes. Ça va s'enchaîner des atémies, des coups de manchette, des coups de poing, des brock kicks, des claymore kicks, des shotgun drop kicks, powerbomb, splash, Celtic cross, white noise, futur shock DDT, et que par la suite ce sera Gunther qui va en venir à bout des deux hommes en faisant un powerbomb l'un sur l'autre, et après le powerbomb sur Drew McIntyre pour remporter le match. Et ce qui est sur ce match-là a été encore noté par cette enflure de Dave Metzler. Un match 5 étoiles auquel je préfère mettre un 4,40. Voilà, je préfère mettre ça. Tout simplement parce que je vois pas d'intérêt de mettre un peu plus à ce match-là. Faut dire, la logique de Metzler n'est pas logique du tout. Je tenais à vous le dire. Donc ça poursuit encore. Match pour le titre féminin d'Euro. D'abord, je vais couper un peu la vidéo pour m'hydrater et repoursuivre après. A tout de suite. Donc voilà, je poursuis. Comme je l'ai dit, match pour le titre féminin d'Euro entre Bianca Belair contre Asuka. Ce qui est sûr, c'est que lorsque Asuka est revenue au Royal Rumble, certes, elle n'a pas remporté le match, mais elle a remporté un Elimination Chamber auquel, tout simplement, elle a triomphé de tous les superstars et qu'elle décide d'être en rivalité contre Bianca Belair. Surtout
lors d'un stratégie de Mind Games pour essayer de faire flipper Bianca Belair. Notamment si jamais elle crache son Green Mist. C'est sûr, pour Bianca, ce serait la défaite assurée si jamais elle se laisse cracher dessus par Asuka. Il suffit d'un crachat de Blue Mist, parce que j'avais dit Green Mist, mais en vérité, c'est un Blue Mist. On sait qu'en Mist, il y a plusieurs couleurs. Il y a le rouge, donc ça fait le Red Mist. En noir, le Black Mist. Et j'en passe de tous les Mists possibles. Bref, elle en a des sacrés à gogo. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle était prête à faire un jeu d'esprit avec Bianca Belair. Et du coup, elle a essayé à plusieurs reprises durant tout le match, même si pendant son entrée, elle est accompagnée par les catcheuses indépendantes japonaises qui faisaient son entrée. Et pour Bianca Belair, son entrée avec les petites filles auxquelles ils font exactement le même signe de geste avec les cheveux. Mais dans le match, c'est sûr, ça s'est enchaîné crescendo. Entre les deux, ça s'enchaîne, ça perd pas de temps. Enfin, ça perd pas du temps. Ça poursuit encore, encore et encore. Tentative de Asuka Lock, de KOD, et de j'en passe, de tous les prises que la Madame Plus ou l'impératrice de demain peuvent en faire durant ce match. Ça peut être du caviar, si je peux me permettre. Il y a un moment donné, Asuka va cracher son Green Mist, enfin Green Mist, Blue Mist. Blue Mist, mais que dans le vent, vu comment elle a raté Bianca Belair. Elle a tenté de faire sa KOD, mais qui ne passe pas. Puis à un moment donné dans le match, lorsque Asuka voulait faire son Asuka Lock, c'est retourné par Bianca Belair et qu'elle effectue sa Kiss of Death, donc KOD, et qu'elle va en venir à bout de Asuka. Tout simplement. Donc victoire de Bianca Belair. Et que ce match-là, c'est un 3,90, ou plutôt 3,90. Donc voilà tout. Ensuite, Ruined and Explosive Sight. Donc, match de Hell in a Cell entre Brood Edge. Certes, on connaît sous le nom de Edge, ou plutôt Cope ou Adam Copeland, contre The Demon King, ou plutôt le démon Finn Balor, / le prince Fergal Devitt. Mais bref, Finn Balor contre Edge dans un Hell in a Cell. Bon, on connaît le contexte de cette rivalité. On sait que Edge était un premier temps le chef du Judgment Day. Et d'ailleurs, j'avais apprécié l'analyse de The OG quand il disait que ça pourrait faire un peu comme le Ministry of Darkness. C'est que je suis d'accord. Ça aurait pu être comme le Ministry of Darkness, pardonnez-moi. J'ai du mal à parler, je sais pas pourquoi j'ai du mal à parler. À chaque fois que je parle, j'ai du mal à parler, je comprends pas du tout. Il faudrait que je m'hydrate un peu plus, beaucoup plus, pour tenir la cadence, vraiment. Donc c'était lui le chef, jusqu'à ce qu'il se fait trahir par Damien Priest, par Rhea Ripley aussi. Et à un moment donné, lors de Extreme Rules, auquel il y a eu le match de I Quit entre Finn Balor et Edge, il y a eu des interventions du Judgment Day. Et quand Beth Phoenix était dans le match, c'est sûr, elle s'est fait attaquer par Rhea Ripley. Et on lui a donné un choix d'abandonner ou de continuer, sauf que Edge a abandonné, donc automatiquement il a perdu le match. Et pourtant, ils ont commencé à faire un concerto, surtout Rhea Ripley, sur Beth Phoenix. Et du coup, c'est comme ça comment Edge veut avoir sa vengeance contre le Judgment Day, et surtout en particulier contre Finn Balor. Mais Finn Balor, il a ressorti son ancienne gimmick de démon qui nous avait tant manqué. Et du coup, le démon, le petit diablotin du Judgment Day, en est revenu et qui fait son entrée spéciale également. Pareil pour Finn Balor qui fait son entrée en mode The Brood, mais avec un genre de masque en boule à facettes. Bref, j'en passe des trucs. Et que dans le match, il s'est passé des tas de dingueries, où il y avait des tables, des kendo sticks en multicolore, des chaises colorées de rouge, des échelles, bref, tout ce qui est porté sous la main dans la cage et que ça peut être très violent, ça le sera. Puis des shotgun dropkicks à travers la table, tentative de coup de grâce sur une table auquel Finn Balor va rater Edge, parce que Edge s'est retiré. Quand Edge va sortir une échelle, il va balancer sur Finn Balor, qui va automatiquement ouvrir le crâne de Finn Balor. Pourtant, heureusement qu'avec le maquillage, on ne voyait pas, mais on voyait qu'il y avait quelques petites gouttes de sang sur le ring, et qu'ils ont
qu'ils ont dû un petit peu arrêter le match. Pourtant, le match continuait, hein, mais ils ont dû arrêter pour que l'arbitre commence à soigner les plaies de Finn Balor pour qu'il continue la bataille. Donc ça va continuer encore, encore et encore, jusqu'à ce que ce sera tout simplement Edge qui va avoir le dessus sur Finn Balor. Donc il va faire des multiples spears. Et puis pour terminer avec Finn Balor, il va l'assommer et l'assassiner à un coup de concerto sur le crâne du démon. Donc on pourrait dire le démon est mort, puisque Rhea Ripley a tué une reine. Eh bien, Edge a tué un démon. Donc on pourrait appeler The Demon Slayer, si on peut le dire. Oui, ça a à voir avec le manga animé Demon Slayer. Et qui est comme ça, comment il en vient à bout de Finn Balor, tout simplement. Et que ce match-là, je lui mets 4,20. Donc voilà. Ah oui, d'ailleurs, il y a un truc auquel je vous ai peut-être pas dit, parce qu'il y avait un autre match après Edge et Finn Balor, et que j'ai complètement oublié de le citer, mais que je vais le citer tout de même. Tout d'abord, il y avait encore les guest hosts Miz et Snoop Dogg qui vont encore faire leur petit truc à eux, surtout pour affronter un autre catcheur. Et le Miz n'était pas d'accord d'affronter quelqu'un d'autre. Et pourtant, Snoop Dogg, il a fait ramener un certain Shane McMahon. Donc, il va venir pour défier le Miz, alors que le Miz, comme dans la nuit 1, il n'était pas en tenue de catch. Et pourtant, il se fait maraver la gueule à coups de poing. Et puis, à les enchaînements d'international sous les cordes. Shane McMahon va passer en dessous, puis il va passer au-dessus. Mais à l'atterrissage, il s'est niqué le genou. Donc il s'est niqué le genou, donc ça veut dire que le match était complètement arrêté. Et du coup je me dis, mais qu'est-ce que c'est mal fait? Quel mauvais timing! Pourquoi arriver à un moment crucial dans le match? Bref, c'était un peu ridicule. Et c'est ce qui arrive qu'on ne s'échauffe pas les jambes, qu'on ne s'échauffe pas les hommes parties du corps. Donc c'était vraiment ridicule de la part de Shane McMahon. Ce match-là, je lui mets un 0, mais il va y avoir Snoop Dogg qui va frapper le Miz, et que le match est officiellement annoncé, et que lorsque le Miz est tout seul comme un con à vendre les coups de Snoop Dogg va nous sortir la pire imitation du People's Elbow. Oui, je dis bien People's Elbow, à la manière de The Rock. Tout d'abord, il va commencer à entre guillemets courir dans les cordes. J'appelle pas ça courir, j'appelle ça marcher silencieusement, comme si tu volais des trucs dans un appart ou dans une maison. Donc il court dans les cordes, et après il effectue sa People's Elbow à la con, et auquel il va battre le Miz. Et que ce match-là, pareil, je mets un 0,10, parce que j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé parce que ça m'a vraiment saoulé. Par contre, je pourrais vous en parler de la promo avec Bianca Belair, EST of WrestleMania, auquel elle montre à quel point qu'elle a battu l'adversité, surtout Asuka, et qu'elle est fière d'être la championne, et qu'elle va célébrer avec les petites filles qui ont été pendant son entrée. Voilà tout. Puis la classe du Hall of Fame 2023, auquel on va voir les noms auxquels je vous ai déjà cités. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. D'ailleurs, peut-être que j'aurais dû vous en parler, mais il y avait les clips promotionnels de films. J'aurais dû le dire ça au début, mais je ne l'ai pas fait, vu comment j'avais cité le stage qui était magnifique, les entrées aussi, et le match, qu'on aime ou qu'on les aime pas, ils étaient captivants à regarder. Mais les clips promotionnels, je me rappelais qu'il y avait le clip IA et Intelligence Artificielle, un genre de film qui a été inspiré par Johnny Depp, et que c'était Rhea Ripley qui jouait le cobaye, je crois. Puis on a eu la scène de Top Gun avec le Miz et Maryse, et aussi le Joker également avec Seth Rollins qui jouait le Joker en plus. Vous voyez dans le premier film du Joker, le Joker il fume une clope. Eh bien, dans le clip promotionnel, il mange une sucette. Ça me rappelle un peu la genre de censure qu'on a eu dans 4Kids avec le manga animé One Piece.
auquel ben, Sanji il fume une cigarette et dans la version censurée de 4Kids, il mange une sucette. Ce qui est un petit peu ridicule, je peux vous l'accorder. Bon après, s'ils auraient bien voulu, ils auraient pu mettre la cigarette qui était visible, mais ils ont préféré pas le faire parce que tout simplement, je pense que Rollins ne fume pas et tout simplement parce que ils veulent pas faire de la prévention pour le tabac. Donc à mon avis, ils veulent pas donner une mauvaise image aux jeunes et aux gens, alors qu'on sait très bien que il y en a qui fument des clopes. Faut pas nous prendre pour des cons. Même un clip promotionnel avec Roman Reigns dans Le Parrain, avec Polyman et les Housseaux. Donc on a vu ce petit thriller qui était sympa, je vais pas vous le mentir. J'aurais bien voulu qu'ils nous sortent les anciennes thrillers, notamment le thriller avec JBL et John Cena, Kurt Angle et Christy Hemme, euh, les- le Gladiateur avec Stone Cold Steve Austin. Euh, Il y avait aussi avec un clip avec Triple H et l'Undertaker, Eugène, un peu comme dans Forrest Gump. euh, un film avec Robert De Niro auquel ben, il y a You Talk to Me. J'aurais bien voulu qu'on nous sorte les anciennes images pour le côté rétrospectif de ce WrestleMania là, mais ils le font pas parce que la plupart des catcheurs ne sont plus sous contrat avec la WWE. Et à quoi ça aurait servi à quelque chose? Ben, pas forcément à grand chose. Et pour terminer avec ce clip promotionnel de la nouvelle génération, on a eu également le clip de Titanic avec Bianca Belair et Montez Ford. Donc je pense qu'il n'y a plus d'autres exemples de clips promotionnels sur un film, si ce n'est que j'ai déjà fait le tour de cela. Donc voilà tout. Maintenant, je passe directement au main event de la nuit 2, et auquel c'est un match pour les titres incontestés universels de la WWE entre Roman Reigns contre Cody Rhodes. Alors, Roman Reigns, comme je l'ai dit, Roman Reigns, depuis qu'il a remporté le titre universel, il est totalement imbattable. Puis, quand il a battu Brock Lesnar, auquel ben, ce dernier ne va pas tarder à avoir des problèmes au cul par la justice, pareil pour McMahon, mais ça on va y revenir. Eh bien, après avoir battu Brock Lesnar, c'est sûr qu'il a assouvir sa suprématie, sa domination au sein de la WWE. Puis, il y a Cody Rhodes qui revient de la WWE après plus des années d'absence et qu'il avait mené une belle performance contre Seth Rollins, surtout avec un pectoral en vrac. Et que lorsqu'il est revenu au Royal Rumble pour remporter le Royal Rumble tout simplement, eh bien, il décide tout simplement de défier Roman Reigns pour tout simplement accomplir ce que son père et son frère n'ont jamais réussi à faire, être dans le main event de WrestleMania et de devenir champion incontesté de l'histoire de la WWE. Donc il veut à tout prix finir son histoire, et c'était ça comment était construite cette rivalité et cette construction. Bon après c'est vrai qu'on pourrait dire, c'est vrai que c'est un peu saoulant de voir Cody pleurer à chaque occasion pour accomplir son histoire. Je suis d'accord, mais en termes de catcheur qui envoie des émotions, il peut le faire sans en faire un peu plus. Selon moi, il peut envoyer des émotions sans être sensible, sans être dépressif, parce que c'est ça maintenant la génération actuelle. On va pas se le mentir. Et pourtant, il est déterminé à affronter Roman Reigns, qui sait à le battre pour le titre, hein. Et d'ailleurs, voilà comment le match est annoncé. On a l'entrée de Cody Rhodes, normal, qui fait son entrée avec les chants de la foule. Et puis on a l'entrée de Roman Reigns avec un slow de piano qui fait vraiment penser à allez, on va dire un genre de musique très mafieuse, et qu'on peut dire que la Bloodline fonctionne un peu comme un système mafieux, on va pas se le mentir. Donc oui, toujours dans la gimmick du parrain, on pourrait dire ça comme ça, et qui nous montre que Roman Reigns, il n'est pas quelqu'un de très facile à battre, vu comment c'est l'homme auquel il faut vraiment le battre à tout prix, quitte à en payer le prix fort. Bref,
Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise? On a les deux présentations présentées par Samantha Irvine, ou Irvine. Et puis le match est annoncé, les deux se mettent sous la gueule. Et très vite, ça va s'enchaîner des interventions de la part de Solo Sikoa. Et auquel, premier avertissement, s'il a un autre avertissement, il va directement au vestiaire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils vont faire. L'arbitre va le mettre au vestiaire. Puis ça va se jouer entre les deux. Tentative de Cody Cutter, tentative de Superman Punch, pareil de Crossroads et de Spear, et de Triangle Choke, je crois, ou Guillotine Choke. Bref, des tas de prises auxquelles ils ont sorti de leur arsenal, tous les deux. Ça s'enchaîne, ça perd pas de temps, on veut enchaîner très vite. Et puis, à un moment tournant dans le match, auquel, lorsque Cody Rhodes voulait asséner un coup à Roman Reigns, c'est l'arbitre qui va se manger un coup de pied de la part de Cody Rhodes. Et qui dit Rev Bump dit forcément invasion des personnes qui vont venir. D'ailleurs, c'est exactement le cas. Les Usos vont intervenir pour foutre la merde, mettre la hit en fin de show, enfin entre guillemets pour faire dégoûter les fans, pour éviter qu'ils ont un changement de titre. Puis il y a l'arrivée de Sami Zayn et Kevin Owens qui vont arriver pour chasser les Usos. Et t'as Kevin Owens qui fait un Chaos Stunner sur Roman Reigns, suivi d'un Hell Kick de la part de Sami Zayn. Puis il s'occupe du cas des Usos. Puis il y a Cody Rhodes qui prend du poil de la bête, qui commence à monter en puissance et qui veut tout simplement faire sa Cody Cutter. La première Crossroads, puis la deuxième. Paul Heyman, le Wise Man, qui va distraire l'arbitre, et que ça va permettre à Solo Sikoa, qui était capuché, pour nous mettre une sacrée clim en donnant un Samoan Spike à Cody Rhodes, et ça va permettre à Roman Reigns d'effectuer un spear pour le compte de 3 pour la victoire. Donc vous avez compris, c'est victoire de Roman Reigns qui conserve ses 2 titres et auquel on n'aura pas de changement de titre. En tout cas, jusqu'à l'année qui va arriver, mais auquel on va y revenir. Donc voilà comment Roman Reigns clôture le show. Et que ce match-là, c'est un 4,70 ou 70 si vous préférez. Donc là, on pourrait dire, c'est sûr que Cody n'allait pas encore réussir à finir son histoire. Et puis, parlons-en de toute cette affaire. Déjà, il faut savoir, c'est dans ce Mania-là, entre le 1er et 2 avril, que, si j'ai bien compris, que c'était ça à la base, auquel la WWE a été achetée par tout simplement la société Endeavor, qui détenait l'UFC et d'autres domaines sportifs, tels que le foot, le baseball, le basket, le football américain, j'en passe de tous les sports à gogo. Mais le plus connu, c'est la UFC. Donc c'est sûr, ils ont accepté le deal de la part de Endeavor, et que par la suite, on sait que McMahon, il avait pris sa retraite en 2022, il ne supportait pas d'être à la retraite et qu'il a été plutôt mal conseillé par ses proches. Et quand j'entends proche, j'entends plutôt Stephanie McMahon et Triple H, je suis presque sûr, vu comment ce dernier n'apprécie pas trop le travail que fait son beau-fils et qui veut pas que sa compagnie soit détruite par cause de trucs auxquels il n'apprécie pas. Donc c'est pour ça pourquoi il est revenu et qu'il a décidé de prendre le monopole du truc. Et je me rappelle, j'étais ultra saoulé de la part de Vince McMahon. Je vous le cache pas, parce que je n'aimais pas du tout Vince McMahon, comment il prenait tout l'avantage du truc. Et puis quand il a été acheté, c'est sûr, il a été acheté la WWE et UFC en même temps, quoi. C'est sûr, il va commencer à assouvir sa puissance. Pardonnez-moi. Et que après, lorsqu'un autre scandale va éclater, l'affaire Janelle Grant, c'est sûr, Vince McMahon est dans la sauce, il a préféré démissionner tant que cette affaire n'est pas réglée. Et un autre qui a été visé, c'était Brock Lesnar. Donc il a été que mentionné dans la plainte, comme je l'ai dit. Il a été uniquement mentionné, mais il n'y a pas encore de véritable preuve concernant Lesnar.
Alors que du côté de Vince McMahon, on a eu les preuves accablantes, comme quoi il y avait des messages assez olé olé, caractère sexuel, et auquel c'est sûr qu'il y a de quoi être dégoûté de la part de McMahon de voir ça. Donc à cet instant, on attend toujours le jugement, on attend toujours qu'il y a un tribunal qui aura été lieu. On ne sait pas quand ça pourra prendre, mais espérons que cette histoire pourrait attirer profil ou plutôt tout simplement bah, en venir à un stade auquel ça doit se terminer. Je ne sais pas quoi vous dire. Bref, parce que on sait qu'à l'heure actuelle, Brock Lesnar est revenu. Et ce qui est sûr, c'est que du côté de la WWE actuelle, on sent que TKO est en train vraiment de détruire l'âme, l'esprit, le cœur de la WWE. Et tout ça au profil du service de l'argent. C'est vérifiable, c'est la vérité. Maintenant, on peut dire que la WWE nous dégoûte à l'heure actuelle. Penser à l'argent au lieu des fans, c'est pas vraiment le truc qu'on apprécie. Et d'ailleurs, quand on entend des mauvaises nouvelles, notamment le WrestleMania qui va encore se dérouler du côté de Las Vegas, en soi, ça peut encore aller, mais on connaît les intentions de TKO. On sait que c'est uniquement pour le fric. Et puis l'autre annonce auquel on va avoir un Mania du côté de l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite a longtemps milité pour avoir un WrestleMania à eux. Et du coup, cette nouvelle ne fait pas plaisir à tous les fans de catch, même moi y compris. Je fais partie de ceux qui n'apprécient pas ce genre de nouvelles. Et que du coup, maintenant, on peut se dire, je comprends pourquoi certains veulent se retourner du côté de la l'AEW. Vu comment la WWE fait tout pour nous déplaire à chaque fois. On essaye d'apprécier les shows, mais eux, ils sont en train de nous chier sur la colle. Notamment nous chiant à la gueule en disant on pense qu'à votre argent, on ne pense pas à votre bonheur, on ne pense qu'au fric, un point c'est tout. Et après, t'as Triple H qui donne des discours assez trompeuses, parce que selon moi, c'est des discours assez trompeuses. Et d'ailleurs, petite pensée à The OG, que je ne savais pas que sa chaîne avait été menacée d'être supprimée, et heureusement que tout ça a été réglé, alors qu'il avait rien fait de mal, rien n'était trompeur, il avait le droit à la parole, il avait le droit de dire ce qu'il pensait, et pourtant on veut lui priver de droit de liberté de parler. Donc heureusement pour lui qu'il a su avancer pour ça, parce que qu'on accepte ou pas, c'est vrai qu'il a vraiment des arguments auxquels on ne peut pas dire qu'il a tort. D'ailleurs, je ne le dis jamais qu'il a tort. Il y a des trucs auxquels je suis d'accord, d'autres moins, mais que j'apprécie quand même. J'apprécie quand même The OG. Ah, mais c'est tellement triste d'en arriver là avec la WWE. Et que je comprends pourquoi certains en ont ras-le-bol de cette compagnie. Préfèrent se tourner du côté de la AEW. Même si la AEW n'est pas non plus parfaite, ils ont quelques défauts, je suis d'accord. Mais eux, au moins, ils ont un côté humain. Ils n'ont pas le côté mal intentionné, détruire les autres promotions, alors que la WWE, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Eux, ils veulent détruire la EW, alors que la EW, eux, veulent fournir des bons shows possibles. Et d'ailleurs, s'ils veulent être en guerre contre la WWE, si j'aurais été eux, je me serais lancé. Mais bon, on ne sait pas s'il y aura une guerre potentielle. Bref, mais ce qui est sûr, c'est que la WWE est en train vraiment de nous prendre pour des cons. Donc c'est pour ça que j'avais fait un hashtag la WWE nous prend pour des cons dans la vidéo de Worlds Collide numéro 2. J'avais lancé un hashtag et du coup maintenant c'est moi qui le dis. La WWE nous prend pour des cons, nous prend pour des vaches à lait, nous prend pour la banque. Et c'est pour ça qu'un coup qu'ils nous auront saigné tout notre fric, à cause de Marc Shapiro, Harry Emmanuel et toute la smana qui dirige Endeavor TKO, vous êtes des sales ordures. Vous êtes des sales ordures. Vous ne pensez pas aux fans, vous pensez que à votre fric, vous pensez au pognon. Et du coup, on en a ras le cul de vous. Et que c'est triste d'en arriver ainsi. Hein.
c'est triste de dire que maintenant, à l'heure actuelle, on est dégoûté de la WWE. Et dire qu'on croyait qu'il y aurait de l'espoir, que la WWE pourrait remonter la pente et devenir intéressant. Ce qui a été le cas l'année passée. Et d'ailleurs, en parlant de l'année passée, vous savez que Cody Rhodes a remporté pour la deuxième fois le Royal Rumble pour le back-to-back pour affronter Roman Reigns. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire, mais il y avait l'intervention de The Rock, auquel il veut aussi son main event contre Roman Reigns. Et finalement, ça ne sera pas lieu. Et qui va voir Seth Rollins qui va faire équipe avec Cody Rhodes dans un match par équipe contre The Rock et tout simplement Roman Reigns, auquel ce sera The Rock et Roman Reigns qui vont sortir grandis. Et puis, lors de la nuit numéro 2, Cody Rhodes va en venir à bout de Roman Reigns, tout simplement. Après un Bloodline Rules match auquel ça partit totalement en bordel total. Et pourtant, c'est quand même lui qui va ressortir grandi. Pourtant, j'avais apprécié, je vais pas vous le mentir. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, c'est vrai que Cody, il en fait un peu trop. Je pense à mon histoire. J'ai rendu fier ma famille, mon père, ma mère et tout. C'est vrai qu'il est trop dans le côté émotionnel. Et du coup, je comprends pourquoi The Rock appelle les fans de Cody les Cody Crybaby, quoi. Les pleurnicheurs de Cody, quoi. Donc maintenant, je comprends à cet instant-là. Mais franchement, voilà, je crois que j'en ai déjà assez cité pour WrestleMania 40. Pourtant, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Mais pourtant, j'avais adoré. Hein, mais maintenant, avec le recul, je me dis, ce n'est pas le WrestleMania le plus légendaire. Triple H veut nous faire croire que c'est son WrestleMania le plus légendaire. Mais la vérité, c'est faux. Et qu'il ne voit pas encore la vérité en face. C'est simple. Triple H, depuis qu'il avait subi sa première crise cardiaque et qu'il en est revenu du commun, je trouve qu'il n'est plus du tout le même. Je trouve qu'il n'a plus autant, autant de légitimité, de... Comment je pourrais dire, j'ai pas les mots pour décrire comment je ressens pour Triple H. Autant j'appréciais le catcheur qu'il était autrefois, mais je n'apprécie pas sa position de corporate qu'il est actuellement. Et dire qu'on devait avoir un WrestleMania 42 à la Nouvelle-Orléans et on ne l'aura pas du tout. Ou encore un WrestleMania en Angleterre, pourquoi pas? On n'aurait pas dit non, mais non, c'est en Arabie Saoudite. Et du coup, cette décision fait énormément parler les fans. Et du coup, je comprends pourquoi certains préfèrent boycotter la WWE. Donc pour ça, je vous comprends. Bon, après le bénéfice, je vais quand même regarder tous les shows qui vont arriver, même s'ils nous vendent ouais, WrestlePalooza, ça va être le plus grand show de l'année. Bref, on n'y croit pas un seul instant, mais on va regarder attentivement. S'il y a des bons matchs, on pourra dire du positif là-dessus. Si c'est des matchs de merde, on vous en parlera également, tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai assez tout dit sur toutes les news et sur ce qui ne va pas à l'heure actuelle. Donc voilà ce que je pourrais en citer sur ce WrestleMania 39. Et ce que je pourrais dire, c'est que les matchs, un bonus, segment promo et l'ensemble, je lui mets un 4,80. Voilà, je lui mets ça de toute façon. J'ai pas trop grand chose à en citer, si ce n'est que c'était un bon Mania, même si à la fin il y a eu la sacrée clim. C'est pas pour autant que je pourrais dire que je n'ai pas apprécié, vu comment j'ai apprécié tout le long. Voilà tout, c'est ça qui compte. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu cette vidéo. Et si vous avez aimé bien sûr cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.